Et bonjour à tous, je crois que ça fonctionne presque. J'avais prévu une petite, vidéo d'introduction sur mon support qui visiblement ne fonctionne pas. Je vais juste vérifier que les autres, slides fonctionnent, ça a l'air d'y aller. Voilà, donc désolé, pour le j'ai pas respecté les règles qui m'ont été demandées, j'avais zappé. Voilà, je suis sincèrement désolé. Vous êtes un peu plus de 80 connectés. Merci à tous d'être ici. On va être ensemble pendant 1 heure pour parler de motivation 3.0 autour de 3 grands axes qui sont le sens, l'autonomie et la maîtrise. J'ai prévu, en principe, si je ne perds pas trop de temps dans toute ma présentation, du temps à la fin pour que nous puissions échanger, vous puissiez poser vos questions, etc. Et en plus de ça, je ne suis pas sûr que les facilitateurs en aient parlé tout à l'heure, mais je vous proposerai de rejoindre le Discord des facilitateurs pour ceux que ça intéresse, avec un lien, voilà, où on pourra prolonger la discussion hors antenne, voilà, et cette fois en vocal, à l'issue de cette présentation. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, il n'y a aucun impératif, pas de souci. Donc ensemble pour un peu moins d'1 heure maintenant, autour de la motivation 3.0. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors il y a de grandes chances que je n'y réponde pas pendant la presse. Par contre, n'hésitez pas à les noter. Alors on essaiera peut-être de reparcourir. Alors je ne sais pas à quel niveau il y aura des commentaires. Et donc n'hésitez pas à les poser ou en tout cas à les noter de votre côté pour pouvoir les reposer à l'issue de cette présentation. Alors d'abord, qui suis-je? Eh bien, moi je m'appelle Jérôme Ganver. Si vous voulez qu'on rentre en contact, je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn. Ça va être avec un grand plaisir. Alors j'ai Jocelyn BC qui me dit qui dit que il a le son de toutes les confs en même temps. Et tu peux désactiver le son en bas à gauche de la conf que t'en as marre d'écouter, par exemple la mienne. Voilà, il y a une petite croix et puis du coup tu auras le son que des autres confs. Et donc du coup, qui suis-je? Donc je m'appelle Jérôme Ganver, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Et puis sur Twitch, là maintenant, sur le Salon Rouge, donc c'est FD_Salon_Rouge. Voilà, n'hésitez pas à partager, publier, c'est libre d'accès, il n'y a pas besoin d'avoir été inscrit pour voilà. Alors moi, d'où je viens, je suis un ancien développeur en informatique et très vite, j'ai eu la chance de travailler sur un projet agile. Alors j'emploie peut-être des mots qui vous parlent ou peut-être des mots qui vous parlent pas, c'est pas si grave que ça. Donc sur un projet agile qui en fait n'en était pas un, mais pour le coup, je me suis passionné pour cette nouvelle façon de fonctionner qu'est l'agilité. Il y a peut-être d'autres mots qui vous parlent, Scrum, Kanban, etc. Et du coup, je me suis passionné pour ce truc-là, je me suis documenté, je me suis formé, je me suis certifié. Et aujourd'hui, j'occupe 2 grands postes. Quand je dis grand, c'est juste dans le partage de mon activité. Je suis formateur autour des méthodes agiles, mais pas que, hein, ça peut être du management, des organisations, etc. Et puis, on a tous connu un peu cet effet-là de on suit une formation, c'est génial, tout se passe bien pendant la formation. Et puis, quand on est confronté à la réalité, dans notre contexte professionnel et ou personnel, c'est pas aussi simple que dans que ce qu'on avait vu dans la formation. Et donc, j'accompagne systématiquement, c'est un prérequis, toutes mes formations de ce qu'on appelle du coaching. Et donc, j'accompagne les gens, les organisations à mettre en place ce qui a été vu pendant la formation. Alors, quand ce sont des formations autour de l'agilité, bien évidemment, c'est autour de l'agilité, mais quand c'est autour du management, c'est autour du management, etc., etc. L'idée générale, j'agis toujours comme ça, c'est de vous donner, à chaque fois que j'interviens, de donner aux gens
un maximum d'informations pour qu'il gagne en autonomie et puis qu'il puisse se débrouiller tout seul, sans moi, et évoluer dans cette nouvelle façon de fonctionner. Je ne vais pas vous saouler avec ma présentation, c'était juste pour remettre un petit peu une mise en contexte de qui je suis et pourquoi on en est arrivé là. Et en fait, dans l'agilité, alors on parle de motivation, et qu'est-ce qui m'a amené, voilà, grâce à l'agilité, à parler de motivation? Dans l'agilité, on a, certains le connaissent peut-être, d'autres pas, et c'est pas grave du tout. On a un principe qui est dans le manifeste agile, qui tourne autour de l'agilité. Et je vous l'affiche actuellement. Donc il y en a 12 des principes, mais là je vous affiche le 5e principe parce que c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui et on va le lire ensemble. Ah oui, petit aparté. C'est un peu déroutant pour moi de faire cette présentation-là parce que d'habitude, j'ai un public. Alors, je donne beaucoup de formations. J'ai un public. Alors, j'ai le public là, sauf que le seul retour que j'ai, c'est par des commentaires. D'habitude, j'ai des visages, j'ai des mains qui se lèvent, j'ai de la parole et j'ai ma vue qui permet de voir. Là, mon seul retour, ce sont les commentaires. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je vais essayer de les lire au fur et à mesure, mais bon, c'est pas évident de garder le fil de ce qu'on a en tête et puis de lire en même temps les commentaires. Et bonjour de Lyon, bonjour à Paris, etc. C'est super. Donc, revenons à nos moutons. Et donc, on parle du 5e principe dans le manifeste agile. Donc, ce que je vous proposais, c'est de le lire ensemble. Ce 5e principe dit réaliser les projets avec des personnes motivées. Donc ça, c'est la première phrase. Alors, ils sont bien gentils de dire, bah voilà, on va réaliser les projets avec des personnes motivées. Mais comment est-ce qu'on fait? Et donc, c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles ils ont développé un petit peu plus ce principe. Et ils donnent des petites clés. Alors, les mots qui sont en gras ne font pas partie. C'est pas les créateurs du manifeste agile qui ont mis ces mots en gras. C'est moi qui les ai mis en gras parce que ils ont une connotation et un intérêt par rapport à toute la présentation que je vais vous faire maintenant. Deuxième phrase, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Alors, je viens de m'apercevoir, alors je ne sais pas si c'est la conversion, voilà, il manque des espaces, voilà, mais bon, je pense qu'on arrive quand même à comprendre ce qui est écrit. Et donc, gardez cette phrase en tête, voilà, elle est juste là et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé à la motivation, à la sociologie, au fonctionnement du cerveau, etc. Je vais essayer de vous raconter un certain nombre d'histoires, des histoires soit personnelles, soit des histoires que j'ai lues, voilà, dans de la littérature. Je vous donne aussi quelques références de bouquins si vous voulez aller plus loin autour de la motivation. Et donc, attaquons tout de suite le sujet. Quand on parle de motivation, pardonnez-moi, je vais juste boire un tout petit peu d'eau. Quand on parle de motivation, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans la motivation. Moi, j'en ai isolé ici 2, pas les 2 qui sont les plus importants, simplement 2 qui vont faire sens dans cette présentation et qui, j'espère, vont percuter pour vous. Voilà. En fait, il y a 2 critères qui vont favoriser ou défavoriser cette motivation. Le premier critère, et c'est ce que j'ai représenté avec l'axe des abscisses et avec un cas, c'est le knowledge. Le knowledge, donc, c'est la connaissance que l'on a de quelque chose. D'accord? On est des êtres humains et au fur et à mesure de notre vie, de ce qu'on vit, de ce qu'on vit et de ce qu'on apprend, on acquiert de la connaissance. Et donc, plus on est proche de l'origine, moins on a de la connaissance, plus on est proche de l'infini et plus on a la connaissance ultime. Bien évidemment, cette connaissance est probablement typée. Ça peut être une connaissance technologique, ça peut être une connaissance fonctionnelle, ça peut être n'importe quel type de connaissance. À chaque fois que l'on a un sujet, qu'il soit nouveau ou pas, on a un certain niveau de connaissance sur ce sujet. Sur l'axe des ordonnées, et donc c'est le 2e critère qui va rentrer en jeu dans cette motivation. Alors, je le rappelle, ce n'est pas les seuls critères, mais ils en font partie. Voilà.
c'est ce que j'ai représenté avec l'axe des ordonnées et matérialisé par un C. C'est le challenge, le défi, l'intérêt qu'on a à faire quelque chose en tant qu'être humain, qu'on a à faire quelque chose. Et donc, du coup, plus on est bas par rapport à, à cet axe, eh bien, moins il y a de challenge, et plus on est haut, et plus on est voilà, sur la Lune, peut-être que c'est trop complexe, voilà, ou en fait, c'est en adéquation. Et donc, pourquoi je matérialise ce graphique-là? Eh bien, parce qu'en tant qu'être humain, on cherche systématiquement à être dans ce que moi j'appelle un cône de motivation, c'est-à-dire une juste adéquation entre un niveau de connaissance et un niveau de challenge. À chaque fois qu'on se retrouve en dehors de son cône de motivation, on va chercher à le regagner, que ce soit conscient ou inconscient. Mais on va chercher à regagner ce cône de motivation. Alors, il y a plusieurs moyens de regagner ce cône de motivation, mais la première chose à faire, ça va être de pouvoir identifier à quel endroit je me situe dans ce cône de motivation. Pour vous expliquer un petit peu ce schéma-là, je ne vais pas parler d'informatique, je ne vais pas parler d'agilité, je ne vais pas parler de milieu professionnel, on va parler d'enfants. Les enfants, alors là, vous êtes assez nombreux. J'imagine que parmi vous, il y a des gens qui sont des parents, des jeunes parents, des futurs parents. Et croyez-moi, les enfants sont un formidable laboratoire d'expérimentation. Alors, en tout bien, enfin voilà, il y a pas de, je suis pas un sadique, voilà, mais les enfants, il y a moyen de tester un certain nombre de choses. Et finalement, un adulte, c'est quoi? C'est juste un enfant qui a grandi. Et moi, j'ai juste envie de rester un enfant. Alors, je ne sais pas si ça se ressent encore, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent déjà. Voilà, moi, je suis resté un grand enfant. Et en fait, ce qui me fait kiffer le matin, c'est de me faire plaisir et de jouer toute la journée. Quand je dis jouer, c'est pas jouer à des jeux vidéo, c'est juste me faire plaisir et avoir l'impression d'aborder toutes mes journées sous forme de jeu. Et donc, du coup, vous allez voir, je vais parler plusieurs fois d'enfants, etc. Et là, je vais vous parler d'une expérience personnelle avec un de mes enfants, mes deux enfants d'ailleurs, en réalité. Et en fait, au tout début, donc quand je suis devenu papa, voilà, super jour, formidable, merveilleux jour de voir ce petit être cher. Et puis, passer ce moment-là, les jours défilent, les semaines défilent, et puis on apprend à être papa. Et papa et maman, hein, d'ailleurs, voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, sur ce diagramme, le K, c'est le knowledge et le C, c'est le challenge. Voilà, je suis désolé, j'aurais peut-être dû le préciser. Voilà, j'essaye de lire en même temps les commentaires, pas de souci, avec grand plaisir. Et donc, du coup, voilà, au fur et à mesure, on apprend à être papa. Et il y a, je vais parler d'un truc qui est pas très ragoûtant, que les parents connaissent, que les jeunes parents sont en train de vivre, et puis que les futurs parents vont un jour vivre, qui s'appelle le nettoyage de nez. Et quand vous prenez un enfant qui a, j'en sais rien, 5-6 mois, et que vous essayez de lui faire comprendre qu'il faut se nettoyer le nez, en fait, en réalité, il est en dehors de son cône de motivation. Il est au début de sa vie, il a quelques mois d'existence, il est en pleine phase d'apprentissage, il est en pleine phase de prise de connaissances. Ce sont des puits de connaissances, voilà, ils absorbent tout, ce sont des éponges. Mais malheureusement, pour intégrer toute cette connaissance, c'est encore compliqué. Et donc, du coup, en fait, le fait de se moucher, de se nettoyer le nez pour un enfant qui a 5 ou 6 ans, c'est compliqué. Voilà, et donc là, on n'a pas le choix. En tant que parent, on doit le faire. Et globalement, ça se passe plutôt bien. C'est pas très agréable pour les parents à faire, hein. Je vais vous passer les détails, mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Et puis, au fur et à mesure que les enfants grandissent, que l'enfant grandit, donc que mon fils a grandi, vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, en fait, il a acquis le langage, il a acquis un certain nombre de connaissances, et c'était à ce moment-là la période. Alors, il fallait que j'arrive à faire en sorte qu'il se mouche, parce que c'est-à-dire que quand il avait 5 mois, je pouvais le mettre sur la table allongée et voilà, je lui nettoyais le nez.
À 2 ans et demi, c'est pas aussi simple. Voilà. Et on est toujours obligé d'utiliser des fluides, des choses qui permettent de nettoyer le nez. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore forcément. Alors, ça dépend des enfants, hein, mais ils ne savent pas encore forcément se moucher. Et donc, du coup, il fallait que je le motive. Et donc, une façon de le motiver, il était en plein apprentissage de la gauche et la droite, la main gauche et la main droite. Alors, je resserre parce qu'en fait, la caméra, d'habitude, j'ai beaucoup d'espace quand je suis, voilà, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui marche, etc. Et donc, du coup, je resserre. Donc, la main gauche et la main droite. Et donc, du coup, m'est venue l'idée de me dire, tiens, voilà, en fait, peut-être que par le jeu, je peux réussir à motiver mon fils à se moucher et que ça devienne presque un plaisir de se moucher le nez. Et donc, du coup, ce que je lui ai dit, regarde, regarde mon fils, tu as une main gauche, une main droite, tu as encore du mal à distinguer les deux, mais regarde, tu as 2 narines, une narine gauche et une narine droite. Ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois que je vais dire gauche, tu vas me montrer quelle narine c'est, et puis si c'est la bonne, super, on fait cette narine-là, on nettoie cette narine-là, et si c'est pas la bonne, on recommence, et puis jusqu'à ce qu'on y arrive. Et donc, en fait, en changeant l'environnement, on a réussi à faire en sorte que le challenge soit intéressant par rapport à la connaissance qu'il avait. Et à cette époque-là, je vous assure que mon fils était content de se laver le nez. Alors, quand je dis content, c'est jamais agréable de se faire asperger, voilà, mais ça restait une façon ludique de pouvoir faire en sorte qu'il se nettoie le nez. Bien évidemment, ce truc-là, ça dure qu'un temps parce que au bout d'un moment, la connaissance augmente, etc. Et aujourd'hui, il a 8 ans et demi. C'est compliqué de lui dire dis donc, mon fils, c'est quoi ta main gauche? Vas-y, je vais te nettoyer la narine gauche. Ça marche pas. C'est plus possible. Et donc, du coup, il se retrouve en dehors de son cône de motivation. Sa connaissance est supérieure par rapport au challenge que j'avais fixé au départ. Et donc, du coup, il est en dehors de son cône de motivation. Alors là, plusieurs possibilités. Soit on lui apprend à se moucher, on lui apprend l'intérêt de se moucher, de ne pas tomber malade, de mieux respirer la nuit, etc. Soit on le fait d'autres façons. Moi, mon fils a tendance à me dire voilà comment je fais, voilà, et puis ça marche plutôt pas mal comme ça. Bon, voilà, ce sont des enfants, faut les laisser faire et c'est assez rigolo. Ça, c'était pour l'introduction de ce cône de motivation. Gardez en tête que, en tant qu'être humain, on est en permanence, on cherche en permanence à regagner ce cône de motivation. Et je le rappelle, c'est hyper important, c'est que le fait de regagner ce cône de motivation soit conscient ou inconscient, on cherche en permanence à regagner ce cône de motivation. Je vous parle d'un bouquin, si vous voulez aller plus loin, qui a été écrit par Daniel Pink, qui s'intitule Drive, donc vous le voyez là à l'écran. Vous allez voir qu'un certain nombre de concepts sont issus de ce bouquin. Bien évidemment, je vais pas résumer le bouquin en 1 heure de temps, c'est un peu complexe. Mais je sais que pour moi, ça a été une grosse révélation, ce livre, parce que d'une part, il est super bien écrit, il est super pédagogique dans sa façon d'écrire les choses. C'est bourré d'exemples, d'expériences scientifiques. Voilà. Et puis à la fin, il y a un petit glossaire de tout petits ateliers, de tout petits outils que l'on peut faire. Voilà, peut-être certains parmi vous l'ont déjà lu. Et dans ce cas-là, c'est super. Vous allez redécouvrir des choses que vous avez peut-être déjà vues. Mais voilà, n'hésitez pas à le lire. Donc, Daniel Pink, pour la petite histoire, c'était le conseiller du vice-président, le conseiller en communication du vice-président à Gore. Donc, rien à voir avec mon métier initial, c'est-à-dire l'informatique. Néanmoins, à l'intérieur de ce livre, il fait une analogie entre les versions de la motivation et les versions d'un système d'exploitation. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé cette conférence la motivation 3.0. C'est-à-dire que dans son bouquin, on a un certain nombre de motivations, et puis on va gravir les différentes motivations, sachant qu'on ne peut pas accéder à une version d'une motivation si on n'a pas la précédente. Voilà, on est obligé de faire des mises à jour de motivation, et donc on a besoin d'acquérir ces versions de motivation. Donc n'hésitez pas, alors il a été traduit en français, le titre du bouquin en français, c'est La vérité sur ce qui nous motive. Voilà.
Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie. Voilà, ça coûte pas cher. Franchement, le ROI, si on parle de retour sur investissement, il est juste fabuleux. Voilà, j'ai aucune action. Hein. Voilà, ce bouquin est assez vieux hein, maintenant. Voilà, mais j'ai aucune action, aucun intérêt, si ce n'est le fait de partager et de faire en sorte que voilà, vous puissiez apprendre des choses avec ce bouquin. Alors. Justement, Daniel Pink, dans son bouquin, il commence un peu son ouvrage comme ça. Et il se base sur une expérience d'un psychologue qui s'appelle Karl Duncker, qu'il a établi en 1945, qu'on appelle aujourd'hui le problème de la bougie. Le problème de la bougie, il est le suivant. Bien imaginez que voilà, je vous pose ce problème-là, c'est-à-dire que je vous mets dans une pièce et dans cette pièce, il y a une table, une bougie, quelques allumettes, quelques punaises, et je vous pose le problème suivant. Faites en sorte de fixer la bougie sur le mur sans que la cire ne coule sur la table. Alors, bougie allumée, hein, bien évidemment. Et donc là, bien évidemment, vous commencez à réfléchir à ce problème-là. Je suis certain que voilà, alors certains le connaissent probablement, hein, d'autres le connaissent pas, et je suis assez certain, pardon, excusez-moi, que vous êtes déjà en train d'essayer de trouver une solution à ce problème de la bougie. Et une des solutions qui pourrait vous venir, c'est de vous dire, tiens, je pourrais peut-être essayer de prendre la bougie, de prendre quelques punaises et essayer de punaiser sur le mur la bougie, voilà, pour que ça tienne. Alors, c'est une bonne idée qui, je vous le dis, ne fonctionne pas. La cire s'effrite, etc. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à punaiser sur le mur. Il y en a peut-être d'autres qui se disent, tiens, moi, j'ai une autre idée, je vais craquer une allumette, et puis avec cette allumette, je vais parcourir le long de la bougie pour faire fondre de la cire. Je vais faire fondre la cire, et puis je vais aller coller la bougie sur le mur. C'est une excellente idée. Vraiment, c'est une excellente idée qui ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Et puis, au bout de quelques minutes, parce que tout le monde trouve la solution entre 5 et 10 minutes, hein, chaque individu finit par trouver la solution, on finit par trouver la solution. La solution, je vous la donne. Désolé pour le spoil pour ceux qui étaient déjà en train de chercher, mais la solution, elle est la suivante. On prend la boîte dans laquelle on contenait... dans laquelle il y avait les punaises. On punaise cette boîte contre le mur, on pose la bougie à l'intérieur de cette boîte, on allume la bougie, et la bougie peut rester allumée sans que la cire ne coule sur la table. Alors, pour réussir à résoudre ce problème de la bougie, il faut dépasser ce qu'on appelle la fixité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la fixité fonctionnelle? La fixité fonctionnelle, c'est la capacité de trouver d'autres utilisations pour des objets ou des concepts que ce qu'ils ont été prévus à la base. C'est-à-dire que là, la boîte, à la base, elle sert à contenir les punaises. Mais dépasser la fixité fonctionnelle, c'est se dire, la boîte, je peux m'en servir pour autre chose. Et donc, voilà un peu le problème de la bougie. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu nous parles de ça? On parle de motivation 3.0, pourquoi tu me parles de problème de la bougie? C'est relativement simple. Enfin, quand je dis c'est relativement simple, j'y viens. C'est que, du coup, ça a donné une idée à un scientifique qui s'appelle Sam Klugsberg, qui s'est dit, tiens, on pourrait peut-être essayer d'utiliser ce problème de la bougie. Alors lui, il a eu envie d'utiliser ce problème de la bougie. Et puis, il s'est dit, je vais faire une expérience. On va essayer de voir les actions de la motivation sur des gens en utilisant ce problème de la bougie. Et donc, on va faire deux groupes de personnes, donc dans des salles différentes, hein, bien évidemment, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, etc. Hein, c'est une étude. Et donc, on va avoir un premier groupe qu'on va appeler le groupe des personnes motivées. Comment est-ce qu'on va motiver ces personnes-là? Eh bien, comme on a l'habitude de le faire dans ces années-là, c'est-à-dire par l'argent. C'est-à-dire qu'on va donner une prime, une récompense à des gens, donc à ces gens qui sont motivés, et on va leur donner, aux 20% qui sont plus rapides, on va leur donner 5 $. Et puis au premier, celui qui arrive à résoudre le problème de la bougie, le premier, on va lui donner 20 $. Donc ça, c'est pour le premier, pour le, oui c'est ça, pour le Men in Black. Ouais. Et donc pour le deuxième groupe, on va avoir exactement la même expérience, sauf qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune récompense. On leur dit juste,
allez-y, voilà, résolvez le problème de la bougie. Et puis là, on lance les chronos et puis on mesure combien de temps le groupe des personnes motivées réussit à résoudre le problème de la bougie et le groupe des non motivés à résoudre le problème de la bougie. Et là, on s'aperçoit que les gens qui étaient motivés ont réussi en 3 minutes 30 de plus que les personnes qui sont non motivées. Et alors là, Sam Klogsberg s'est dit, mais il y a un truc qui est bizarre. Ça va à l'encontre des principes et des intuitions que l'on a. C'est-à-dire qu'on motive les gens et finalement, ils font de la contre-performance. Ils sont moins performants que lorsqu'ils ne le sont pas. Et donc, du coup, il s'est dit, tiens, il faut que je renouvelle cette expérience. En changeant, vous savez, voilà, quand on fait des études, on fait plusieurs expériences, puis on change quelques paramètres dans cette expérience pour en tirer un certain nombre de conclusions. Et donc, il s'est dit, je vais refaire un autre problème de la bougie, donc toujours la même personne, ce Sam Klogsberg. Et donc, il refait ce problème de la bougie avec toujours un groupe de personnes motivées, sauf que la différence par rapport au premier problème de la bougie, c'est que cette fois, il va déposer la boîte, donc c'est la même boîte qu'il y avait avant, et il va sortir les punaises et il va les mettre sur la table. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le groupe des personnes motivées a botté le cul je suis désolé, je suis très grossier, mais a botté le cul aux personnes qui étaient non motivées. C'est-à-dire qu'ils ont réussi dans des performances assez incroyables. Pourquoi ils ont réussi à faire ça? Eh bien, alors, je dis souvent pourquoi, parce qu'en fait, j'ai l'habitude d'avoir du monde en face de moi, et voilà, je cherche les interactions. Pourquoi il a réussi à faire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment le problème de la bougie, c'est le problème de la bougie pour les nuls. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas besoin de dépasser la fixité fonctionnelle. On annonce tout de suite que finalement, la boîte est un objet comme un autre et que l'on peut s'en servir pour contenir la bougie. Et voilà. Et donc, du coup, finalement, ça devient facile de résoudre le problème de la bougie. Il n'y a plus besoin de dépasser la fixité fonctionnelle. Et donc, du coup, le truc qu'il faut comprendre de ça, je suis désolé, j'ai passé la slide d'après parce que je ne vois pas les slides qui viennent. Voilà, et donc, du coup, j'avais besoin de savoir si j'avais mis une autre slide ou pas. Ça aurait pu être méritant de le faire, mais ce n'est pas très grave. Du coup, ce qu'il faut analyser de ça, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vous et moi, là, voilà, on est beaucoup plus confrontés dans notre quotidien à résoudre des problèmes de la bougie que des problèmes de la bougie pour les nuls. C'est-à-dire qu'on a besoin en permanence de... Moi, je dis souvent, en fait, mon quotidien, c'est quoi? C'est de résoudre des problèmes. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont ici, là. En fait, eux aussi, c'est de résoudre des problèmes. Et donc, du coup, en fait, des problèmes de la bougie pour les nuls, oui, il y en avait auparavant. Il y en a encore aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les tâches qui nécessitent une certaine mécanique, une certaine, pas trop de réflexion, etc., eh bien, là, on va pouvoir obtenir de la performance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en récompensant, on va pouvoir obtenir de la performance. Mais pour tout ce qui est problème de la bougie classique, eh bien, il faut faire appel à de la créativité, de l'imagination, de la résolution de problèmes. Eh bien là, en fait, le fait de motiver par l'argent, par la récompense. Alors, quand je dis l'argent, c'est le fait d'avoir une récompense, voilà, eh bien, ça va finalement être contre-productif. Je vous ai dit, Daniel Pink, dans son bouquin, fait une référence à des versions de la motivation et je vous ai dit aussi que les versions de la motivation, on ne pouvait pas accéder à la suivante si on n'avait pas la précédente. Mais voilà, ce qui serait intéressant, c'est de connaître ces différentes versions de la motivation. Il y a 50 000 ans environ est née la motivation 1.0 qui est relativement simple, qui joue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, très honnêtement, voilà, si on n'a pas ça, vous ne pourrez rien faire d'autre. Enfin, vous n'allez pas pouvoir accéder aux autres types de motivation. Et cette motivation 1.0, elle est caractérisée par 3 choses essentielles qui sont manger, boire, se reproduire. Et uniquement ça. Alors, vous allez voir, en fait, petit aparté encore, les motivations 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, ça va peut-être vous faire penser un peu à la pyramide de Maslow.
Voilà, et c'est très bien. Voilà, il y a pas de souci. Il n'y en a pas un qui est concurrent de l'autre. Voilà, peut-être que cette façon de voir les choses ici avec les motivations, elle est un petit peu plus, un petit peu plus simplifiée. Mais voilà, sinon, on est sur le même principe que la pyramide de Maslow. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à taper dans Google, voilà, pyramide de Maslow. C'est aussi très intéressant. Et donc, il y a 50 000 ans, on voit naître la première motivation qui joue encore un rôle aujourd'hui, qui est la motivation 1.0. Dans le XXe siècle, on a vu arriver la motivation 2.0. Cette motivation, vous la connaissez encore aujourd'hui parce qu'elle elle est encore utilisée beaucoup aujourd'hui. Elle consiste à récompenser ou punir ou sanctionner. Alors, il y a Diane qui nous dit que ça bug chez elle. Alors, c'est une très bonne question. Moi, ça bug pas chez moi. Et donc, il dit que ça bug chez elle. Est-ce qu'elle est la seule? Voilà, donc si vous pouvez lui répondre, voilà, ça permettra de simplifier. Parfait. Donc si c'est pas chez vous aussi, si c'est pas aux autres, c'est que c'est vous. Désolé Diane du coup. Et donc du coup, on a vu arriver cette motivation 2.0 qui consiste à si on fait bien quelque chose, eh bien je vais te récompenser. Si tu fais mal quelque chose, alors je vais te frapper. Cette motivation, c'est une image, bien sûr, qu'on ne frappe pas les gens, d'accord. Non, mais en fait, je ne vous vois pas, etc. Je ne sais pas à quel point mon humour passe correctement ou pas. Voilà. Mais donc, du coup, on ne frappe pas les gens, bien évidemment. C'est une façon de voir les choses. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Je ne dis pas que c'est mal. Très honnêtement, je ne dis pas que c'est mal. Juste, il faut savoir quand est-ce qu'on va les utiliser. Je vous donne un exemple qui a été donné dans le bouquin de Daniel Pink. Ils ont fait une étude où ils se sont dit, bah tiens, on va essayer de rémunérer et de récompenser des sculpteurs. Et donc, ils ont pris un certain nombre de sculpteurs. Et donc, c'est pareil, ils ont fait deux groupes, un groupe de sculpteurs motivés et donc récompensés donc, avec une commande de sculpture, etc. Et donc, du coup, un autre groupe où on leur dit, bah, allez-y, sculpteurs, faites jouer votre art, votre imagination, ce que vous savez faire, etc. Et on a présenté le résultat de toutes ces sculptures, sans bien évidemment nommer, bah, ça a été commandé et donc payé, etc. Et ça a été fait juste sous le coup de l'imagination. Et donc, du coup, ça a été fait et ça a été présenté à des maîtres en art, des gens qui savent voilà, juger l'art. Et ils ont été unanimes. Toutes les sculptures qui ont été faites par les gens, par les sculpteurs à qui qu'on a payé, qu'on a commandé ces sculptures, étaient de moins bonne qualité d'un point de vue artistique que toutes les personnes qui justement ont fait des sculptures. Voilà. Et donc, attention en fait à la rémunération, à la récompense, à la sanction. Voilà, ça peut être contre-productif. Rappelez-vous du problème de la bougie, etc. Voilà, c'est hyper important de se rappeler de ça. On continue notre petite historique. On a une version mineure qui est arrivée dans les années 1950. Qu'on appelle la motivation 2.1. Donc, on garde ce système de management avec des primes, avec, etc., la carotte et le bâton. Mais on y introduit une autre forme de motivation qui devient nécessaire parce que les gens le demandent, etc. Ça va être, on va aménager des horaires flexibles. Alors, quand je dis horaires flexibles, c'est on a le droit d'arriver entre 8h et 9h. Et puis, vous avez le droit de partir entre 17h30 et 18h30. Je vous donne une image, mais voilà. Et puis, bah, aussi au niveau du code vestimentaire, pardon. Par exemple, bah, écoute, si tu veux pas mettre de cravate, ce jour-là, c'est pas très grave. Voilà, on a une certaine flexibilité. Et comme ça, on a une forme de motivation 2.1. On laissait une forme de liberté aux collaborateurs pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient un petit peu plus motivés. Et puis, bah, dans les années aujourd'hui, là, 2022, au 21e siècle, on a ce qu'on appelle la motivation 3.0, qui est caractérisée par la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qu'on a vu avant, donc c'est tout ce qui a trait à la motivation 2.0 et 2.1, c'est la carotte et le bâton, la récompense, etc. Donc extrinsèque, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. D'accord, extérieur, donc extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Et
c'est pas mal hein, d'avoir des motivations extérieures, extrinsèques. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et on a aussi des motivations intrinsèques. Et avec toute la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, on voit voilà, qu'ils sont très, très motivés par une motivation qui est plutôt intérieure, intrinsèque, qui vient de l'intérieur. Alors, il y a plusieurs types de motivations intrinsèques. On va avoir la motivation par la curiosité, par la liberté, par la sociabilisation. Enfin voilà, on a différents types de motivation intrinsèque. Là, je vais vous raconter une autre histoire pour caractériser un petit peu les deux différences entre ces, enfin les différences pardon entre ces deux types de motivation pour obtenir le même résultat. On a parlé, je vous ai dit, on parle des enfants, etc., puisque c'est un super laboratoire. Et ces enfants, eh bien, là, vous êtes parents, vous allez peut-être être parents et vous allez peut-être avoir des enfants qui seront en âge de vous aider à faire des tâches ménagères. Et bah, en tant que parent, ouais, ça peut être agréable à un moment donné quand ils ont l'âge de se dire, bah, tiens, ce serait bien que tu m'aides à, j'en sais rien, sortir la poubelle. Et ça peut être assez facile de se dire, bah tiens, il vient m'aider, bah, je vais récompenser cet enfant pour m'aider, voilà, pour sortir la poubelle. C'est une forme de motivation extrinsèque. Et donc, vous pourriez tenter de faire un truc comme ça, de dire, bah tiens, écoute, mon fils, ma fille, peu importe, ce que je te propose, c'est que tu sortes la poubelle, voilà, toutes les semaines, que tu sortes la poubelle. Moi, ça va me dégager du temps, voilà, que tu les mettes dans la poubelle, puis tu la sortes dans la rue, etc. Et puis, bah, voilà, et pour faire ça, écoute, je vais te récompenser. Je vais te donner 1 € à chaque fois que tu vas sortir la poubelle. L'enfant, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas content. Hein. Moi, je suis en pleine période là en ce moment. Papa, comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Est-ce que tu veux que je te lave ta voiture? Est-ce que machin, etc. Voilà, donc j'essaye d'éviter ce genre de truc. Mais donc, du coup, voilà, l'enfant est content et il commence à sortir la poubelle. Et à chaque fois qu'il sort la poubelle, bah, vous respectez le deal et vous lui donnez 1 €. Et puis, bah, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps qui va se passer, qui est différent en fonction des enfants, etc., l'enfant va réfléchir. Il va se dire, tiens, c'est marrant, j'ai accumulé, j'en sais rien, 50 euros. J'ai accumulé 50 euros. Et si je sors encore la poubelle, je gagne 1 €. 1 € par rapport à 50 euros, non, ça vaut pas le coup. Papa, je veux être augmenté. Ça fait 50 fois que je sors la poubelle, je l'ai sortie parfaitement, à chaque fois je me suis pas trompé, etc. J'ai besoin d'une augmentation. Bien sûr, mon fils, c'est normal, tu as bien sorti la poubelle, c'est vrai, j'avoue, franchement, tu as été nickel. Je pense qu'effectivement, ça mérite une augmentation. Et donc là, vous allez être tenté de l'augmenter, par exemple à 2 €. Et donc, à chaque fois qu'il va sortir la poubelle, vous allez lui donner 2 €. Et donc, il va être super content. Ouais, donc super, il va se remettre à sortir la poubelle. Je vais vous la faire très courte, cette histoire, mais si vous continuez dans ce sens-là, très vite, vous allez devoir rémunérer un SMIC à votre fils juste pour sortir la poubelle. Bien évidemment, ça n'arrivera pas, puisque au bout d'un moment, vous jugerez que c'est trop cher payé pour sortir la poubelle, donc vous ne voudrez plus payer, l'enfant ne voudra plus la sortir, et puis bah, en fait, qui va se retrouver à ne devoir sortir la poubelle? C'est vous. Et donc, la motivation extrinsèque a un intérêt, mais attention à comment est-ce qu'on l'utilise. Si vous voulez que votre enfant sorte la poubelle ou fasse autre chose, eh bien, je vous invite à favoriser ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis là à propos des enfants, c'est pour que ce soit bien compréhensible, mais en réalité, pour les adultes, c'est exactement la même chose. Un adulte, c'est juste un enfant qui a eu 18 ans, d'accord? C'est juste ça. Et donc, du coup, bah, les adultes, c'est pareil, ce sont des grands enfants. Et donc, du coup, si vous voulez motiver vos enfants à sortir la poubelle, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'essayer de favoriser cette motivation intrinsèque. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, bah, peut-être déjà en le sensibilisant sur ce que lui va, sur à quoi ça sert de sortir la poubelle. On peut le sensibiliser sur le tri, sur le développement durable, à quoi ça sert, etc. On peut le sensibiliser aussi sur qu'est-ce qu'il va y gagner au-delà de l'argent. C'est-à-dire que bah, vous, s'il vous aide à sortir la poubelle, ça veut dire que vous allez gagner du temps. Et ce temps, eh bien, finalement, ça va être du temps que vous allez pouvoir passer avec lui et ça va être un temps de qualité. Vous avez pu à sortir la poubelle, donc vous allez pouvoir utiliser ce temps pour le passer avec lui, à avoir un temps de qualité. Et donc de favoriser comme ça le fait de favoriser les motivations intrinsèques.
Alors là, c'était un exemple, etc. Il y a plein, il y a plein de contextes, etc. Différents. Peut-être il y a des gens qui réagissent intérieurement, qui se disent oui, mais moi mon fils ça marcherait pas, etc. C'est probable, c'est possible. Mais en tout cas, si vous essayez pas, vous en saurez rien. Et puis après, il y a peut-être d'autres techniques, voilà, que vous pouvez essayer. Et pour les adultes, c'est pareil, il y a moyen de faire d'autres choses. Aujourd'hui, du coup, quand on parle de motivation 3.0, eh bien, on est plutôt sur des motivations intrinsèques, mais qui sont agrémentées de petites choses qui viennent aussi de l'extérieur. La motivation 3.0, elle repose sur 3 grands piliers qui sont le sens, l'autonomie et la maîtrise. Alors, on va parcourir un petit peu ces différents piliers-là et expliquer un peu ce que c'est que ces 3 piliers-là, le sens, l'autonomie et la maîtrise. Parlons du sens. Le sens, c'est savoir pourquoi on fait quelque chose. Ça peut paraître idiot comme ça, mais en réalité, bien souvent, on est dans notre contexte professionnel, on fait quelque chose et soit on ne sait pas, soit on a oublié pourquoi on faisait ce truc-là. Et faire quelque chose alors qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, eh bien, c'est pas très motivant comme chose. Et donc, donner du sens à ce que l'on fait. Là, en exemple, j'ai donné 2 exemples, la discrimination positive et le don du sang. Alors, il y en a plein d'autres en réalité, mais c'est pour vous donner des exemples de comment est-ce qu'on favorise le sens dans une entreprise, etc. Au niveau de la discrimination positive, par exemple, vous êtes dans un service RH et puis vous avez besoin de favoriser dans votre entreprise ce qu'on appelle la discrimination positive. Eh bien, je vous invite, si vous voulez le faire, à mettre un certain nombre de principes, voilà, mais très vagues, sur la discrimination positive, qu'est-ce qu'elle apporte, etc. Ça va favoriser le sens chez les collaborateurs lorsqu'ils vont faire le recrutement, etc., autour de la discrimination positive. Par contre, n'allez pas trop loin, justement, dans ce sens, dans l'établissement et la formalisation de ce sens, de cette discrimination positive. Parce qu'on pourrait être assez tenté de se dire, bah tiens, je vais faire une liste, pour faire la discrimination positive, il faut que je remplisse tel critère, puis tel critère, puis tel critère, puis tel critère, et puis avoir une liste de 50 critères qui vont me permettre de valider, oui, on est en train de faire de la discrimination positive. Si vous allez aussi loin que ça, vous prenez le risque, ça n'arrivera peut-être pas, mais vous prenez le risque de perdre le sens finalement de pourquoi on fait de la discrimination positive et plutôt de favoriser la motivation extrinsèque qui est il faut que je coche les cases. J'ai des cases à cocher, il faut que je les coche. Et donc, du coup, malheureusement, de nuire finalement, c'est toujours le même problème avec le problème de la bougie, etc., de nuire à l'objectif final qui est de faire de la discrimination positive. Autre exemple, c'est le don du sang. Le don du sang, vous le savez, voilà, on nous demande régulièrement, en France, mais ailleurs, de donner notre sang. Voilà. Chaque année, on est en manque de donneurs de sang. Et chaque année, voilà, ils se posent la question. Alors en vrai, ils ne se posent plus la question parce qu'il y a des études autour de ça. Mais pourquoi on ne rémunérerait pas les gens qui donnent leur sang? Et ça paraît pas idiot, quoi. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir beaucoup de monde qui vont donner leur sang. Et en fait, ils se sont aperçus, grâce à ces études, donc aujourd'hui, c'est acté, je vous le dis, le don du sang ne sera jamais rémunéré. C'est impossible. Impossible parce qu'ils savent que ça va nuire aux résultats attendus. En fait, si on donne notre sang, c'est quoi? C'est parce qu'on comprend pourquoi on le donne. C'est-à-dire qu'a priori, on va sauver des vies, on va aider des malades, et donc on va contribuer à un bien-être global de la population. Et donc, du coup, c'est ça qui font que alors ok, merci pour l'info. Pour l'info, alors ce serait intéressant d'aller piocher chez ces pays-là, voir comment est-ce qu'ils ont. Alors, je ne sais pas depuis quand ils le font, parce qu'on me dit que dans certains pays ils le font et en Suisse aussi. Je ne sais pas depuis quand ils le font, mais ça vaudrait le coup de regarder dans le temps comment ça dure. Parce qu'en fait, lors des études de rémunération du don du sang, ils se sont aperçus qu'au début, ça marchait vraiment. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, voilà, il y avait plus de donneurs qu'avant.
Mais au bout d'un moment, les gens se rendent compte, se disent, mais en fait, je suis en train de contribuer à une espèce de machine commerciale de don du sang. Et en fait, d'un point de vue éthique, finalement, les gens se mettent à de moins en moins donner. Et donc, du coup, voilà, c'est pour cette raison que, en tout cas, a priori, en France, voilà, on ne rémunérera pas. Voilà, on ne rémunérera pas le don du sang. Donc du coup, voilà, pensez, voilà, quand vous avez des collaborateurs, etc., à donner du sens à ce que vous avez à faire. Mais même en tant que personne, hein, vous pouvez vous-même vous donner du sens, chercher le sens de pourquoi vous faites ces choses-là. Ensuite, un deuxième pilier qu'on a vu, c'est la maîtrise. La maîtrise, c'est le fait de maîtriser ce que l'on fait. Et à chaque fois qu'on commence une nouvelle chose, on ne le maîtrise pas, on l'apprend et puis on se perfectionne, etc. Et en fait, de favoriser la maîtrise, ça va permettre de gagner en motivation. Les exemples que j'ai donnés là, c'est musiciens, cuisiniers, sportifs. Alors, parce que pourquoi ces exemples-là? C'est parce que on a tous dans notre entourage des musiciens, des cuisiniers, des sportifs. Vous-même, vous l'êtes probablement. Et en fait, si on regarde à chaque fois, donc pour prendre l'exemple d'un sportif, si on regarde l'exemple d'un sportif, lui, à chaque fois qu'il travaille, il travaille pas pour la médaille, pour être deuxième ou troisième sur le podium. Il travaille pour être le meilleur. Et il travaille pour être le meilleur. Et donc, en tant qu'individu, on a toujours envie d'être le meilleur. C'est un principe fondamental. On a toujours envie d'être le meilleur sur un sujet donné. Pas sur tout, bien évidemment. Quoique, il y a certaines personnes qui veulent être les meilleurs sur tout. Mais en tout cas, voilà, on cherche ça. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, voilà, et que vous demandez à des copains ou si vous-même vous êtes sportif, etc., quand on arrive à la troisième marche du podium, c'est bien, hein, on est déjà le troisième. Hein, mais il y a une forme de déception. Ah, je suis pas premier, je suis pas voilà. Et donc on va chercher à maîtriser ce que l'on fait. Un autre exemple, c'est donc là j'ai mis facilitation graphique. C'est juste une expérience personnelle lorsque dans une vie passée, dans une autre entreprise, j'avais suivi une formation de facilitation graphique. Donc de par mon rôle et ma situation professionnelle, j'avais demandé à faire une formation de facilitation graphique, qui est super hein, d'ailleurs, qui a pour vocation de vous apprendre ou plutôt de vous réapprendre à dessiner, puisque en fait, vous savez déjà dessiner, c'est juste que vous avez votre niveau de dessin de lorsque vous aviez 10 ans. Parce qu'environ à partir de 10 ans, on arrête de dessiner. Et donc, du coup, on en réapprend à dessiner. Et voilà, c'était super. Moi, ça m'a servi. J'ai utilisé plein de petits tips. Et dans cette entreprise-là, comme j'étais autour de l'agilité, Scrum, etc., ils avaient besoin de faire des flyers autour de Scrum. Voilà. Et donc, du coup, ils m'ont dit Jérôme, tu as suivi une formation de facilitation graphique. Ça pourrait être cool que tu nous fasses un flyer un peu en mode dessin, en mode sketch. Et du coup, je dis, OK, banco, j'y vais. Et donc, j'ai passé 2 jours à faire ce dessin. Alors, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais peu importe, on s'en fiche. C'est pas ça l'important. Et probablement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dessinent beaucoup mieux, qui le feront beaucoup moins de temps, etc. Mais pour le coup, je me suis retrouvé dans un état où je ne me suis pas rendu compte du temps qui passe parce que je cherchais à maîtriser ce que j'étais en train de faire. Et si vous regardez ces musiciens, ces cuisiniers, ces sportifs, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils sont, voilà, essayez de capter leur regard. Vous allez voir que leur regard, ils sont dans ce que moi j'appelle l'état de flow. Ils sont en mode, enfin voilà, ils sont une espèce de transe, voilà, parce qu'ils sont en train de. Voilà. Et donc, on ne voit pas. Ça vous est déjà arrivé d'être passionné par un truc, d'être la tête dans le guidon, de relever la tête du guidon et de vous apercevoir que vous avez passé tant de temps à faire ce truc-là, vous ne vous rendiez pas compte que vous aviez passé autant de temps. Bref, on est passionné. Et d'ailleurs, là, je viens de lever la tête du guidon et il me reste 13 minutes. Ça va être hyper court. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Voilà. Et donc du coup, alors ça c'est l'exemple. Voilà, je le mets juste, voilà, pour que vous voyez le résultat, mais en fait on s'en fiche. Hein, voilà, c'était juste pour voir le résultat que moi j'avais fait. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens aujourd'hui qui feraient bien mieux que ce que j'ai fait là et en beaucoup moins de temps. Voilà, juste par rapport à mon niveau de connaissance, voilà, j'ai cherché à maîtriser ce que je faisais. Troisième pilier de la motivation 3.0, l'autonomie. L'autonomie, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Eh bien, c'est cette capacité à décider, en tant qu'individu, à décider de qu'est-ce que je vais faire, quand est-ce que je vais le faire,
avec qui je vais le faire et comment je vais le faire. Et donc, du coup, cette autonomie, eh bien, si on l'a, eh bien, ça va nous favoriser cette motivation. C'est toujours plus agréable de décider de ces choses-là tout seul plutôt qu'on nous les impose. Et donc, plus on va avoir d'autonomie, plus on va être motivé. Attention, un petit bémol, trop d'autonomie, on peut avoir le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire, etc., etc. Donc faites attention, ça s'accompagne. C'est pas voilà. Là, ce que je suis en train de vous donner de l'autonomie, c'est l'autonomie totale, et c'est peut-être un objectif. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire là tout de suite. Deux exemples, Atlassian. Atlassian, vous connaissez probablement avec Jira, voilà, même si vous ne connaissez pas, peu importe. Société australienne créée par deux ingénieurs en 2002. Et puis, bah, en fait, eux, ils avaient vécu, donc aujourd'hui, hein, c'est reconnu mondialement, hein, voilà. Et en fait, ils avaient une crainte, c'était de se dire, mais on a peur que nos collaborateurs, bah, finalement, soient moins motivés, etc. Et donc, du coup, ils ont décidé de sortir tout le monde pendant une journée. Et ils ont dit, bah tiens, on va faire une journée, vous allez être payé pendant cette journée, mais par contre, vous n'allez pas travailler sur les outils Atlassian. En fait, vous allez travailler sur ce que vous voulez. Mais vraiment, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. La seule condition, c'est de livrer le lendemain. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, on montre à l'ensemble des collaborateurs le résultat de ce que vous avez fait. Voilà, et ce sont les seules règles. Ils ont appelé cette journée-là, alors en fait, ils l'ont réitéré après plusieurs fois, ils ont appelé cette journée-là les FedEx Days. Pourquoi les FedEx Days? Eh bien, parce qu'on vous livre le lendemain. Voilà. Et donc, du coup, c'était la condition, on vous livre le lendemain. Et ils se sont rendus compte que plein de petits plugins, de petits tips, de petites nouvelles fonctionnalités sont nés de ces FedEx Days. Donc, ils ont reproduit ça et ils ont donné beaucoup d'autonomie à leurs collaborateurs. Un autre exemple, c'est Google qui, pendant un temps, je crois qu'ils ne le font plus, mais pendant un temps, le faisait beaucoup. C'était le Free Friday. Le Free Friday, eh bien, en fait, pendant toute une journée, les collaborateurs de chez Google travaillaient sur ce qu'ils voulaient. Et beaucoup de produits Google ont émergé de ces Free Friday. La seule condition, c'est simple, hein, c'est de travailler dans Google, mais sur des sujets qu'ils le souhaitent. Peu importe ce qu'ils veulent, voilà, et ils font ce qu'ils veulent. On a des exemples d'entreprises RAW. Alors, RAW, c'est pour Result Only Work Environment. Je ne vais pas détailler ici, mais l'idée générale, c'est de donner la liberté totale à ses collaborateurs sur comment est-ce qu'ils vont le faire. Donc, quand est-ce qu'ils vont le faire, etc., avec qui ils vont le faire. Basé uniquement sur le résultat. C'est-à-dire que si tu obtiens le résultat, bah, nous, ça nous va, et voilà. Et donc, on a Best Buy, qui a, donc aux États-Unis, qui a expérimenté ça. Je vous invite à taper RAW dans Google, vous allez trouver plein d'articles autour de ce truc-là, il n'y a pas de souci. Il y a des expérimentations de congés libres, c'est-à-dire que en fait, plutôt que d'imposer 5 semaines de congés par an à des gens, eh bien, il y a des entreprises qui se disent, bah tiens, pourquoi on ne proposerait pas des congés illimités? Et en fait, ils se sont aperçus que dans les entreprises où on proposait des congés illimités, les gens utilisaient moins que 5 semaines de congés par an. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a 5 semaines de congés par an, on sait qu'il faut qu'on les utilise. Alors que quand on en a illimité, en fait, on les utilise quand on en a envie. Et finalement, quand on en a envie ou quand on en a besoin, on crée une forme de liberté, une forme de motivation. Et donc, finalement, on est mieux dans notre état d'esprit. Donc, on a peut-être moins besoin de congés, etc. Et donc, on se rend compte qu'on utilise moins de congés. Alors, là, je vous donne le bon côté de ce truc-là. Il y a eu des mauvais côtés. Hein. Il y a toujours des gens qui vont essayer de bypasser le système, etc. Et donc, du coup, voilà, c'est toujours compliqué. Et enfin, du coup, on a ces 3 piliers, le sens, l'autonomie, la maîtrise. Si vous arrivez à réunir ça dans votre organisation, dans votre équipe, etc., vous allez nécessairement créer la motivation. Pour vous en convaincre, parce que voilà, on peut se dire, tiens, c'est utopique, on ne peut jamais réunir ces 3 critères-là dans dans un seul concept. Eh bien, en fait, ça a déjà été expérimenté. Imaginez qu'on ait une machine à remonter dans le temps et qu'on puisse retourner en 1995 et proposer 2 projets à des investisseurs. Le premier projet est porté par Microsoft. Et ce projet, il est simple, c'est de dire, tiens,
on a le vent en poupe, on est les leaders, voire on a le monopole, on vient de sortir Windows 95, Microsoft est une société qui marche super bien, on a envie d'élargir un peu nos produits, on va créer une encyclopédie, et cette encyclopédie, on va recruter les meilleurs experts au monde, on va recruter des gens qui vont coordonner ces gens-là avec des process de relecture, etc. Et on va mettre tout ça dans un CD-ROM et on va l'appeler Encarta. Et puis, donc, vous présentez ce projet-là à un investisseur, d'accord? Et puis, imaginez qu'il y a un deuxième projet, voilà, toujours à la même période, hein, qu'on présente à un investisseur, et on dit, bon, en fait, nous, on n'est personne. On n'est personne, on est juste des petits écos. Et puis, on vous propose un espace. Dans cet espace, n'importe qui peut écrire, n'importe qui peut lire, améliorer. N'importe qui peut lire, et ils le font quand ils veulent. Voilà, nous, on n'a pas de connaissances, on pense que voilà, les gens vont peut-être venir contribuer, etc. Et voilà, on avait envie d'appeler ce truc-là Wikipédia. Si jamais vous proposez ça en 1995 à un investisseur, l'investisseur va mettre tout son argent sur Encarta. Qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est Wikipédia. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, en donnant du sens, de l'autonomie et de la maîtrise. Le sens, comment? Eh bien, en fait, en se disant, je contribue, moi, en tant qu'individu, donc chacun de vous, là, vous pouvez contribuer à Wikipédia, je contribue à la connaissance globale et au partage de la connaissance au niveau mondial. L'autonomie, eh bien, en fait, libre à chacun de le faire quand il veut, avec qui il veut, voilà, et libre à chacun de le faire comme il l'entend. Et la maîtrise, eh bien, comment est-ce qu'on l'obtient, la maîtrise? Eh bien, pour contribuer à un article, il faut forcément rajouter de la valeur, et donc il faut forcément se documenter et monter en compétence. Et donc, on va chercher à maîtriser le sujet dans lequel on va contribuer. Et donc, du coup, ça existe, ça a existé, et on peut faire ça. Il me reste 5 minutes, je suis vraiment désolé. J'avais remis le manifeste agile. Je pense que voilà, c'est pas très important qu'on le relise, donc je vais squeezer dessus. Je vais vous présenter quelques outils qui sont issus de ces 3 bouquins que je vous invite à lire. Management 3.0, c'est un livre qui a été écrit par Jürgen Appelo qui explique comment est-ce qu'on fait du management aujourd'hui au XXIe siècle dans un contexte plutôt favorisé par les motivations intrinsèques. Il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Workout, qui permet d'avoir un certain nombre d'outils. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont écrit un autre bouquin que je vous recommande, qui est bourré de jeux que l'on peut utiliser dans le quotidien professionnel, qui s'appelle Game Storming. Probablement que vous connaissez déjà ces bouquins-là. Si vous ne les connaissez pas, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Et maintenant, très brièvement, une petite boîte à outils. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je ne sais pas de quelle manière on pourra le faire, mais je pourrais vous parler, on pourra échanger là-dessus, je vous envoyer des liens, etc. Mais 5 conseils pour, en tout cas, essayer de favoriser la motivation en tant que manager dans ses équipes. La première chose, donc ça rejoint un peu le sens, ça va être de clarifier sa vision et ses priorités. Pour faire ça, on a 2 outils, un qui est issu justement du management 3.0 et un autre qui est issu, que vous connaissez probablement. C'est d'abord donc les OKR. Les OKR, c'est les objectifs qui résultent, et donc de baser ces objectifs sur des résultats attendus. C'est pas la même chose de chercher, si vous faites une course à pied, c'est pas la même chose de chercher à atteindre la ligne d'arrivée que de vous positionner à la fin et de dire ok, qu'est-ce que j'ai parcouru, quel est le résultat que j'ai obtenu en ayant franchi la ligne d'arrivée. Et donc du coup, avec des OKR, on va pouvoir clarifier sa vision. On va pouvoir le faire aussi avec des outils comme l'impact mapping qui vont nous permettre de clarifier. Alors je ne vais pas détailler là ici comment ça se passe, mais ça permet de voir quels sont les impacts des différentes fonctionnalités ou des différentes du système, etc. Et donc, du coup, c'est plutôt intéressant pour clarifier sa vision, pour donner du sens aux gens. Connaître et activer ses motivations. Alors, c'est bien en tant que manager de connaître et activer ses motivations, mais aussi celles de ses collaborateurs. Et donc, pour faire ça, il y avait une question au tout début. Est-ce que tu vas parler du Moving Motivator? Voilà, j'en parle. Dans le Moving Motivator, c'est un outil qui a été fourni par Jürgen Appelo dans sa Management 3.0, dans lequel il recense 10 motivations, et donc avec ses collaborateurs, de les classer pour savoir, toi, qu'est-ce qui te motive, et donc d'en apprendre sur les motivations de chacun des individus. Il y a un truc qui peut être intéressant aussi, c'est le Team Competency Matrix.
qui permet de comprendre les compétences des gens et donc de savoir ce qui vont les motiver voilà, par la suite. Je suis désolé, hein, je vais très très vite, mais il me reste 2 minutes et je ne vais même pas avoir le temps pour des questions. Je suis vraiment sincèrement désolé. Ensuite, on a apprendre à faire confiance. Et donc, du coup, bah, là, on va avoir, c'est important hein, en tant que manager et aussi en tant que membre d'équipe, etc., d'apprendre à faire confiance. Et on va avoir, pour faire ça, bah, le delegation poker. Parce que déléguer un certain nombre de choses, c'est aussi faire confiance. On a un autre outil qui est, pareil, c'est issu du Gamestorming, c'est Give and Take Matrix. Give and Take Matrix, c'est une nouvelle façon de voir les choses pour, en fait, on travaille entre équipes, hein, donc il y a des équipes qui fournissent des choses, il y a des équipes qui attendent des choses, et bien on se met d'accord, et puis on va apprendre à se faire confiance sur le résultat qu'on cherche à obtenir. Et puis, surtout, voilà, hyper important, donner et demander du feedback. Voilà, c'est hyper important. Donc là, on a des petits outils comme le Feedback Wrap, qui est une sorte de template qui va vous permettre de formaliser vos feedbacks pour qu'ils soient les plus pertinents possibles. Et puis, on a d'autres outils comme le Improvement Dialogue qui permettent d'améliorer la façon de dialoguer avec ses collaborateurs. Et enfin, accepter l'incertitude et les erreurs. C'est hyper important. Depuis qu'on est, on fait des erreurs, d'accord? C'est les premières erreurs qu'on fait, on les fait au début de notre vie et puis on continue d'en faire. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs. Et donc, du coup, accepter l'incertitude et les erreurs. Et ça, on a 2 outils qui sont hyper intéressants pour le faire. Ce sont les rétrospectives et le Perfection Game. Je suis désolé, c'est hyper court. Il reste 1 minute. Je veux bien un petit feedback. Donc, il y a le lien qui a été envoyé sur le chat. Voilà. Si vous voulez qu'on prolonge la discussion, je vais aller sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord pour qu'on prolonge la discussion. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez qu'on rentre en contact sur LinkedIn, vous avez mon LinkedIn. Merci à tous de votre attention. Merci pour le Néo Aurel, là. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est top. Je suis désolé. Je m'attendais à avoir largement le temps. Finalement, je n'ai pas eu assez de temps. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'aurais dû demander à Johan un créneau d'1h30. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi. Voilà, donc alors, si je peux encore squatter un peu, je sais pas si j'ai le droit de squatter encore un peu ou pas. Mais voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. C'est cool, c'est super. Comme je vous l'ai dit, hein, je vais sur Discord là juste dès que je quitte. Je vais sur Discord et puis voilà, je vais aller dans. Alors sur le Discord, vous allez voir, il y a Salon Rouge, Salon Vert, etc. Et donc je vais aller sur le Salon Rouge dans la salle 1. Voilà. Donc si vous voulez y aller, ah ouais, ce serait cool si le modérateur, enfin le facilitateur qui s'occupe du truc pouvait envoyer le lien directement dans le chat, mais je crois que ça ne marche pas. Ah si, c'est bon, ça marche, génial. Et donc du coup, voilà, pour pouvoir aller directement sur le Discord pour prolonger. Ça m'embête quand même de vous... Alors, les auteurs du Gamestorming, oui, bouge pas, je t'envoie ça, mais normalement, tu le retrouves tout de suite. J'ai zappé, hein, je te cache pas. Normalement, tu le retrouves tout de suite en tapant Gamestorming dans Google. Tu as même une version en ligne qui est moins étoffée que comment le... Non, je ne le retrouve pas. Donc, c'est Dave Gray, Sonny Brown et James McNuffo. Voilà. Bah ouais, envie de creuser beaucoup de pistes, je me doute. Super, si c'est inspirant. Voilà, merci beaucoup. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais passé probablement un petit peu plus de temps sur les outils. Je vous en aurais expliqué certains, etc., même dans les grandes lignes pour comprendre un peu comment ça se passe. Et puis surtout, j'aurais laissé du temps aux questions voilà, qu'on échange, quoi, parce que là, c'était un monologue.
Donc, n'hésitez pas à venir sur Discord. Voilà, Salon Rouge, salle 1. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont dessus. Donc, ah non, 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 c'est pas. Ah, si, si, voilà, c'est ça. Il y a déjà des gens qui sont dessus. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Il me reste, je crois, qu'à vous dire, qu'à vous souhaiter un formidable Facilitation Day. N'hésitez pas à aller chercher toutes les confs. Voilà, j'espère que vous ferez plaisir pendant toutes ces journées. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir. Merci encore.